Imagine un instant que tu es assis face à un vieil homme. Il a les cheveux blancs, les mains légèrement ridées et dans ses yeux, il y a quelque chose que l'on ne voit que rarement, une clarté absolue. Il te regarde avec douceur et il te dit d'une voix calme « si seulement j'avais su », pas avec amertume, pas avec colère. Juste avec cette lucidité tranquille de quelqu'un qui a vécu assez longtemps pour comprendre ce qui compte vraiment. Aujourd'hui, je voudrais te parler de ces moments. Ces carrefours silencieux dans une vie où l'on prend des décisions qui semblent anodines sur le moment, mais qui, des années plus tard, deviennent les regrets les plus profonds. Pas les grandes erreurs spectaculaires. Non, je parle de ces choix discrets, presque invisibles, que l'on fait souvent par peur, par habitude ou simplement parce qu'on n'a pas pris le temps de s'arrêter et de réfléchir. Je travaille depuis de nombreuses années avec des personnes de tous âges dans des contextes très différents. Et ce qui m'a le plus frappé au fil du temps, c'est que les regrets des personnes âgées ne ressemblent presque jamais à ce que les jeunes imaginent. On croit que l'on regrettera de ne pas avoir gagné assez d'argent, de ne pas avoir eu assez de succès, de ne pas avoir été reconnu à notre juste valeur, mais non, ce n'est presque jamais ça. Ce que les gens regrettent à 70, 80 et 90 ans, c'est d'avoir passé trop de temps à s'inquiéter pour des choses qui n'avaient finalement aucune importance. C'est d'avoir dit non quand leur cœur voulait dire oui. C'est d'avoir attendu le bon moment pour vivre, sans réaliser que le bon moment, c'était maintenant, c'était toujours maintenant. Et c'est précisément pour cela que je voulais aborder ce sujet avec toi aujourd'hui. Pas pour te faire peur, pas pour te culpabiliser, bien au contraire. Je veux que cette conversation soit comme une main tendue. Une invitation à regarder ta vie avec plus de conscience, plus de tendresse aussi pour toi-même, parce que comprendre ce que l'on risque de regretter, c'est précisément ce qui nous permet de ne pas le regretter. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui vient de la sagesse bouddhiste. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Je trouve cette image magnifique parce qu'elle ne juge pas le passé. Elle ne dit pas que tu as raté quelque chose. Elle dit simplement « commence aujourd'hui ». Il n'est jamais trop tard pour commencer. Alors installe-toi confortablement, laisse ton esprit se poser. Et partons ensemble explorer ces 9 décisions que tant de personnes regrettent après 70 ans et ce qu'elles révèlent de profond sur notre façon d'être au monde. La première décision que beaucoup de gens regrettent, c'est d'avoir vécu selon les attentes des autres plutôt que selon leurs propres valeurs. Et je sais que cela peut sembler évident, que l'on se dit souvent « moi je ne fais pas ça ». Mais laisse-moi te poser une question simple. Quand tu as choisi ton métier, ton lieu de vie, ton mode de vie, est-ce que tu as choisi en fonction de ce qui te ressemblait vraiment? Ou est-ce que tu as choisi en fonction de ce que ta famille espérait, de ce que la société valorisait, de ce que tes amis auraient approuvé? Je ne posais pas cette question pour te mettre mal à l'aise. Je la pose parce que c'est l'une des questions les plus importantes que l'on puisse se poser dans une vie. Et la vérité, c'est que la plupart d'entre nous avons à un moment ou à un autre fait des choix qui n'étaient pas vraiment les nôtres, pas par faiblesse, pas par manque de caractère, mais parce que nous sommes des êtres sociaux profondément influencés par notre environnement, par notre éducation, par le regard des autres. En psychologie, on parle de ce que l'on appelle la conformité sociale. C'est un mécanisme naturel, profondément ancré dans notre cerveau qui nous pousse à nous aligner sur les normes de notre groupe. À l'époque de nos ancêtres, être exclu du groupe signifiait mourir. Alors notre cerveau a appris à valoriser l'appartenance, parfois au détriment de l'authenticité. Mais voilà le paradoxe, plus on vit selon les attentes des autres, plus on s'éloigne de soi-même. Et cet éloignement, au fil des années, crée une forme de vide intérieur que l'on ne sait pas toujours nommer. On se sent parfois comme un étranger dans sa propre vie. On le regarde autour de soi et on se dit « Est-ce que c'est vraiment ça ma vie? Est-ce que c'est vraiment ce que je voulais ?» J'ai rencontré une femme il y a quelques années qui avait passé toute sa carrière dans un domaine qu'elle n'avait jamais vraiment aimé. Elle était comptable, très compétente et d'ailleurs. Mais ce qu'elle aimait vraiment, c'était la musique. Elle avait une voix magnifique, paraît-il. Et à l'âge de 65 ans, quelques mois après sa retraite, elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle m'a dit « Je n'ai jamais chanté pour personne, j'avais trop peur que ce ne soit pas assez bien. » Et maintenant, j'ai l'impression d'avoir gardé quelque chose de précieux enfermé toute ma vie et que ce quelque chose est en train de mourir avec moi. Ces mots m'ont profondément touché. Parce qu'ils illustrent quelque chose d'essentiel, quand on étouffe ce qui nous est le plus cher pour plaire aux autres ou pour éviter le jugement, on ne se protège pas, on se prive. Alors comment éviter ce regret? En commençant dès aujourd'hui à se poser régulièrement cette question simple, est-ce que cette décision vient de moi ou vient-elle de la peur de décevoir quelqu'un?
Ce n'est pas une question que l'on pose une fois dans sa vie, c'est une pratique quotidienne, un retour à soi patient et bienveillant, et je veux être clair, vivre selon ses propres valeurs ne signifie pas être égoïste. Cela ne signifie pas ignorer les autres, blesser ceux qu'on aime ou faire fi des responsabilités que l'on a choisies. Cela signifie simplement être l'auteur de sa propre vie, plutôt que le personnage d'une histoire écrite par quelqu'un d'autre. La deuxième décision que beaucoup de gens regrettent profondément, c'est d'avoir négligé leurs relations les plus importantes au profit de choses qui semblaient urgentes. Le travail, les obligations, les projets. Et je veux m'arrêter un moment sur ce mot « urgence ». Parce que l'urgence est l'une des grandes illusions de notre époque. Nous vivons dans un monde qui valorise la productivité, l'efficacité, la performance. Un monde qui nous dit constamment que nous devons faire plus, aller plus vite, être plus. Et dans ce tourbillon, il est très facile de mettre de côté ce qui est important mais pas urgent. Les appels téléphoniques à sa mère qu'on reporte, le dîner en famille qu'on annule parce qu'on a un dossier à finir, les amis que l'on ne voit plus parce qu'on n'a pas le temps. Et puis un jour, quelqu'un disparaît. Un parent, un ami d'enfance, un frère, et là, brutalement, on réalise que tout ce temps qu'on croyait avoir, on ne l'avait pas, que les moments qu'on remettait à plus tard n'auront jamais lieu. Et ce regret-là, ce regret des relations négligées, est l'un des plus douloureux qui soit. Les recherches en psychologie positive, notamment les travaux de Robert Waldinger à Harvard, qui a suivi pendant plus de 80 ans des centaines de personnes tout au long de leur vie, sont formels. Ce qui rend les gens heureux à la fin de leur vie, ce ne sont pas leur accomplissement professionnel, ni leur fortune, ni leur statut social, c'est la qualité de leurs relations, la chaleur de leurs liens avec les autres. Waldinger dit quelque chose de magnifique, la solitude tuée. Elle est aussi nocive pour la santé que fumer 15 cigarettes par jour. Et pourtant, nous vivons dans une époque de solitude croissante. Nous sommes hyper connectés numériquement, mais souvent profondément seuls dans nos vies réelles. Alors comment éviter ce regret? En traitant tes relations comme ce qu'elles sont vraiment, tes biens les plus précieux. En leur accordant du temps, de l'attention, de la présence, pas des messages rapides sur un écran, de la vraie présence, regarder quelqu'un dans les yeux, écouter vraiment sans penser à ce que tu vas répondre. Être là, pleinement là, et je veux te dire quelque chose d'important, il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup de relations pour être heureux, ce qui compte c'est la profondeur. Une ou deux relations vraiment profondes, vraiment authentiques, valaient infiniment plus que des dizaines de relations superficielles. La qualité prime toujours sur la quantité. Si ce contenu t'aide à réfléchir, si ces mots résonnent en toi, je t'invite à laisser un like et à t'abonner pour continuer à apprendre ensemble. Cela m'aide énormément à continuer ce travail. Parlons maintenant de la troisième décision que l'on regrette souvent, avoir laissé la peur décider à notre place. La peur est l'une des émotions les plus puissantes qui soit et elle est utile bien sûr. Elle nous protège du danger, elle a permis à notre espèce de survivre pendant des millénaires. Mais dans nos vies modernes, la peur joue souvent un rôle très différent. Elle ne nous protégeait plus du danger réel. Elle nous protège du changement, du risque, de l'inconnu, et ce faisant, elle nous emprisonne. Je pense à tous ces rêves que les gens n'ont pas poursuivis parce qu'ils avaient peur d'échouer, à toutes ces conversations importantes que l'on n'a pas osées parce qu'on avait peur de la réaction de l'autre, à tous ces voyages que l'on n'a pas faits, à toutes ces reconversions que l'on n'a pas osées, à toutes ces déclarations d'amour que l'on n'a jamais formulées, parce que la peur était là, tapie dans un coin, à souffler. Et si ça ne marche pas? Et si tu te trompes? Et si tu te ridiculises? La peur de l'échec en particulier est extraordinairement paralysante. Et pourtant, si on y réfléchit bien, qu'est-ce que l'échec vraiment? C'est une expérience, c'est une information, c'est une étape sur le chemin de la compréhension. Thomas Edison, quand on lui demandait comment il avait vécu ces milliers de tentatives infructueuses avant d'inventer la lampe électrique, répondait « Je n'ai pas échoué 1000 fois. J'ai trouvé 1000 façons qui ne fonctionnent pas. » Cette façon de voir les choses, ce n'est pas du positivisme naïf, c'est une vérité profonde sur la nature de l'apprentissage et de la croissance. On n'apprend pas en réussissant du premier coup, on apprend en essayant, en se trompant, en ajustant, en réessayant. Et chaque tentative, même celle qui ne mène pas où on l'espérait, nous rapproche de qui on est vraiment. Alors la prochaine fois que tu te trouves face à une décision importante et que tu sens la peur se lever en toi, je t'invite à faire quelque chose de simple. Pose-toi cette question, dans 10 ans, est-ce que je regretterais davantage d'avoir essayé et échoué ou de ne pas avoir essayé du tout? La réponse presque toujours est la même. La quatrième décision que beaucoup de gens regrettent, et celle-ci est peut-être la plus subtile, c'est d'avoir négligé leur corps et leur santé pendant les années où ils en avaient les moyens.
Je ne veux pas être moralisateur ici, je ne veux pas te faire la leçon sur ce que tu devrais manger ou combien d'heures tu devrais dormir. Ce n'est pas mon propos. Mon propos, c'est plutôt de te parler de la relation que nous entretenons avec notre corps. Parce que dans notre culture, le corps est souvent traité comme un outil. Quelque chose que l'on utilise pour travailler, pour se déplacer, pour accomplir des choses. Et on oublie que ce corps, c'est aussi nous. C'est notre maison, c'est le seul endroit où nous vivrons toute notre vie. J'entends souvent des personnes me dire autour de la cinquantaine ou de la soixantaine, maintenant que j'ai le temps, je voudrais voyager, je voudrais marcher en montagne, je voudrais jouer avec mes petits-enfants. Mais mon corps ne suit plus. Et dans leur voix, il y a une tristesse particulière. Pas de la culpabilité, pas vraiment. Plutôt une forme de deuil. Le deuil de ce que leur corps aurait pu leur permettre de vivre s'il en avait pris soin. Prendre soin de son corps, ce n'est pas une question de vanité, c'est une question de respect envers soi-même. Et c'est aussi un investissement pour l'avenir, pas pour vivre éternellement, bien sûr, mais pour vivre pleinement le plus longtemps possible, pour être présent, vraiment présent dans les moments qui comptent. Et ici, je veux aussi parler de quelque chose que l'on oublie souvent, la santé mentale, prendre soin de son esprit, de ses émotions, de sa vie intérieure. Pendant longtemps, dans notre société, on a considéré que s'occuper de sa santé mentale était un signe de faiblesse, que les gens fortes n'avaient pas besoin d'aide, que l'on devait gérer seul. Et ce mythe a causé d'immenses souffrances, des gens qui ont porté des fardeaux énormes en silence pendant des années sans jamais demander d'aide. Des gens qui ont développé des dépressions, des anxiétés chroniques, des épuisements profonds parce qu'ils ne s'étaient jamais autorisés à prendre soin de leur vie intérieure. Prendre soin de sa santé mentale, c'est faire de la méditation ou de la pleine conscience si cela nous convient. C'est consulter un thérapeute quand on en a besoin, c'est apprendre à gérer son stress. C'est cultiver des moments de calme, de silence, de repos, c'est permettre de ne pas être toujours en train de faire quelque chose. La cinquième décision que l'on regrette souvent, c'est d'avoir remis sa propre croissance personnelle à plus tard. Je lirai ce livre quand j'aurai le temps. Je prendrai ce cours quand les enfants seront grands. Je commencerai à méditer quand je serai moins occupé. Est-ce que ces phrases te sont familières? Nous avons tous tendance à reporter notre développement personnel, notre apprentissage, notre évolution intérieure. Comme si la vie réelle devait attendre que les conditions soient parfaites. Mais les conditions ne sont jamais parfaites. Et la vie, elle, n'attend pas. Il y a quelque chose de profondément beau dans l'idée que l'on peut grandir tout au long de sa vie, pas seulement dans l'enfance, pas seulement dans la jeunesse, mais à 50 ans, à 70 ans et au-delà. Le cerveau humain est d'une plasticité remarquable. On parle de neuroplasticité, cette capacité du cerveau à se remodeler, à créer de nouvelles connexions, à apprendre de nouvelles choses tout au long de la vie. Mais cette plasticité ne se développe pas toute seule. Elle a besoin d'être nourrie, elle a besoin de curiosité, de stimulation, de nouveautés, de défis. Et quand on arrête d'apprendre, quand on s'installe dans la routine et dans le confort, quelque chose en nous commence doucement à s'endormir. Je pense à ces personnes qui, à la retraite, s'ennuient profondément, qui ont l'impression que leur vie n'a plus de sens, plus de direction, et souvent ce n'est pas parce qu'elles ont moins de valeur ou moins de capacité. C'est parce qu'elles ont cessé de se donner des défis, de se donner des raisons de grandir. La croissance personnelle, ce n'est pas un luxe réservé aux gens qui ont du temps et de l'argent. C'est une nécessité fondamentale de l'être humain. Nous avons besoin de progresser, d'apprendre, de nous dépasser. C'est ce qui donne du sens à notre existence. Alors, je t'invite à te poser cette question. Qu'est-ce que j'ai appris de nouveau ce mois-ci? Qu'est-ce qui m'a fait grandir? Qu'est-ce qui m'a surpris, challengé, ouvert à une nouvelle façon de voir les choses? Si tu n'as pas de réponse, c'est peut-être le moment de chercher. Si ces réflexions t'accompagnent et t'inspirent, n'oublie pas de t'abonner et de partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Votre soutien est ce qui me permet de continuer à créer ce contenu. Abordons maintenant la sixième décision que beaucoup de gens regrettent, ne pas avoir pardonné, ni aux autres ni à eux-mêmes. Et je veux commencer par parler du pardon envers soi-même parce que je crois que c'est le plus difficile des deux. Nous sommes souvent d'une sévérité extraordinaire envers nous-mêmes. Nous nous reprochons des erreurs commises il y a 10, 20, 30 ans. Nous rejouons des scènes passées dans notre tête en nous disant « j'aurais dû faire autrement, j'aurais dû dire cela, j'aurais dû être différent ». Et cette voix intérieure critique, cette voix qui juge et condamne, elle épuise, elle use, elle empêche d'avancer. Le pardon envers soi-même, ce n'est pas de l'indulgence. Ce n'est pas de se dire que tout ce qu'on a fait était bien. C'est de reconnaître que l'on a fait de son mieux avec ce que l'on était, avec ce que l'on savait, avec les ressources que l'on avait à ce moment-là.
Et que si l'on avait su mieux, on aurait fait mieux. C'est aussi simple que cela. Il y a un concept en psychologie que j'aime beaucoup. C'est celui de la compassion envers soi-même ou self-compassion en anglais. Christine Neff, chercheuse à l'Université du Texas, a montré que les personnes qui pratiquent la compassion envers elles-mêmes sont non seulement plus heureuses et moins anxieuses, mais aussi plus résilientes face aux difficultés. Parce que quand on ne se juge pas trop sévèrement, on peut regarder ses erreurs en face, en tirer des leçons et aller de l'avant sans se noyer dans la honte. Et puis il y a le pardon envers les autres. Celui-là aussi est difficile parfois, surtout quand on a été profondément blessé, surtout quand la douleur est réelle, légitime. Je ne veux pas minimiser cela. Certaines blessures sont profondes. Certaines trahisons laissent des cicatrices durables. Mais voilà ce que j'ai appris au fil des années. Ne pas pardonner, c'est comme avaler du poison en espérant que c'est l'autre qui en souffre. La rancœur, l'amertume, la colère non résolue, tout cela ne fait pas de mal à celui qui nous a blessés. Cela nous fait du mal à nous. Cela occupe un espace précieux dans notre esprit et dans notre cœur. Un espace qui pourrait être utilisé pour quelque chose de bien plus nourrissant. Pardonner, ce n'est pas dire que ce qui s'est passé était acceptable. Ce n'est pas oublier, ce n'est pas réconcilier nécessairement. C'est choisir de ne plus laisser ce qui s'est passé définir notre présent et notre avenir. C'est se libérer pour soi avant tout. La 7e décision que beaucoup de gens regrettent, c'est d'avoir ignoré leur vie intérieure. D'avoir vécu à la surface des choses, sans jamais vraiment plonger en eux-mêmes. Et je veux être précis sur ce que j'entends par vie intérieure, parce que ce terme peut sembler vague ou abstrait. La vie intérieure, c'est cette dimension de nous-mêmes qui réfléchit, qui ressent, qui questionne le sens des choses. C'est la partie de nous qui se demande pourquoi suis-je là? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Quel genre de personne est-ce que je veux être? C'est la partie de nous qui a besoin de silence pour s'exprimer. Et dans notre monde moderne, le silence est devenu une denrée rare. Nous remplissons chaque moment disponible avec du bruit, la télévision, les réseaux sociaux, la musique, les podcasts, les notifications. Nous avons peur du silence. Nous avons peur de nous retrouver seuls avec nous-mêmes, parce que dans le silence, des questions surgissent, des questions auxquelles on ne sait pas toujours répondre, des émotions que l'on préférerait ne pas ressentir. Mais fuir sa vie intérieure, à long terme, c'est se priver de la connaissance la plus fondamentale qui soit, la connaissance de soi, et sans cette connaissance, on navigue à vue. On prend des décisions qui ne nous ressemblent pas. On s'engage dans des voies qui ne correspondent pas à ce que l'on est vraiment. Et un jour, on se retourne sur sa vie et on se dit « Mais qui était cette personne finalement ?» Cultiver sa vie intérieure peut prendre de nombreuses formes. Pour certains, c'est la méditation. Pour d'autres, c'est la prière ou la pratique spirituelle. Pour d'autres encore, c'est l'écriture dans un journal, la lecture de livres de philosophie ou de psychologie, les longues promenades solitaires dans la nature. L'important, c'est de créer régulièrement des espaces de rencontre avec soi-même, des moments où l'on s'arrête, où l'on écoute, où l'on laisse émerger ce qui cherche à se dire. J'ai une pratique personnelle que je partage souvent. Le soir, avant de dormir, je prends quelques minutes pour me poser 3 questions simples. Qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui qui m'a touché? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Et pourquoi suis-je reconnaissant? Ces 3 questions en apparence simples ouvrent une porte vers une connaissance de soi plus profonde, plus honnête, plus vivante. La 8e décision que beaucoup de gens regrettent, c'est d'avoir attendu d'être heureux plutôt que de choisir d'être heureux. Et je veux m'arrêter sur cette distinction parce qu'elle est fondamentale. Beaucoup d'entre nous avons grandi avec l'idée que le bonheur est quelque chose qui nous arrive. Que si les bonnes conditions sont réunies, si on a le bon travail, le bon partenaire, la bonne maison, la bonne santé, alors on sera heureux et on attend. On attend que les conditions soient parfaites. On attend que la vie se mette en place comme on l'espère, mais le bonheur ne fonctionne pas comme ça. La recherche en psychologie positive est très claire sur ce point. Les circonstances extérieures de notre vie n'expliquent qu'une petite partie de notre niveau de bonheur. Une étude célèbre de Sonja Lyubomirsky montre que seulement 10% de notre bonheur est déterminé par les circonstances de notre vie. 50% est lié à notre tempérament de base, à notre façon naturelle d'appréhender le monde. Et 40% dépend de nos comportements et de nos attitudes intentionnelles. 40%, c'est énorme. Cela signifie que nous avons bien plus de pouvoir sur notre bonheur que nous ne le croyons. Non pas en changeant le monde autour de nous, mais en changeant notre façon de nous y rapporter. En cultivant la gratitude, en choisissant de voir ce qui va bien, pas seulement ce qui va mal, en pratiquant la générosité, en entretenant nos relations et en trouvant du sens dans ce que nous faisons. Le bonheur n'est pas une destination, c'est une façon de voyager.
Et cette façon de voyager, elle se cultive, elle se pratique, elle se choisit chaque jour dans les petits gestes, dans les petites décisions, dans la façon dont on regarde les choses. Je pense souvent à cette image de personnes qui se réveillent le matin dans la même chambre, avec la même vie, les mêmes problèmes, les mêmes défis. L'une regarde par la fenêtre et voit la grisaille. L'autre regarde par la même fenêtre et voit la lumière qui perçait les nuages. Et ce n'est pas de la naïveté, c'est un choix que l'on peut apprendre à faire. Maintenant, j'aimerais te parler de la 9e et dernière décision que beaucoup de gens regrettent, ne pas avoir dit les choses importantes, ne pas avoir dit « je t'aime » assez souvent, ne pas avoir dit « merci » quand il en était encore temps, ne pas avoir dit « je suis désolé » à ceux qu'on a blessés, ne pas avoir dit « tu comptes pour moi » à ceux qui ont compté. Nous vivons dans une culture où l'expression des émotions est souvent perçue comme une faiblesse, surtout pour les hommes, mais pas seulement. On nous apprenne à être réservé, à ne pas montrer ce qu'on ressent, à garder des choses pour soi, et on croit naïvement que les autres savent. On se dit « il sait bien que je l'aime, je n'ai pas besoin de le lui dire », ou « elle comprend que je lui suis reconnaissant, ce n'est pas la peine de le verbaliser ». Mais les autres ne savent pas toujours. Et même quand ils savent entendre les mots, c'est différent. Les mots sont un pouvoir particulier, ils ancrent les choses dans la réalité, ils créent des ponts entre les êtres, ils laissent des traces dans la mémoire et dans le cœur. J'ai rencontré des gens qui avaient perdu un parent, un ami, un frère et qui me disaient les yeux brillants de larmes, je ne lui ai jamais dit combien il comptait pour moi. Et maintenant c'est trop tard. Ce regret-là est particulièrement douloureux parce qu'il ne peut pas être réparé. On ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas rouvrir la conversation. Mais tu peux l'ouvrir maintenant avec ceux qui sont encore là, avec ceux que tu aimes, que tu estimes, que tu admires. Il n'est pas trop tard, il ne sera jamais trop tard tant qu'ils sont là. Je t'invite à faire quelque chose de concret, aujourd'hui ou demain. Pense à une personne dans ta vie à qui tu n'as jamais dit ou pas dit depuis longtemps, quelque chose d'important, et dis-le. Un message, un appel, une lettre, peu importe la forme, dis-le. Tu ne sais pas ce que ces mots peuvent représenter pour elle, et tu ne sais pas non plus ce qu'ils représenteront pour toi. Voilà, nous avons parcouru ensemble ces 9 décisions que tant de personnes regrettent après 70 ans. Et je veux maintenant prendre le temps de récapituler, non pas comme une liste froide, mais comme un rappel chaleureux de ce que nous avons exploré ensemble. Nous avons parlé de vivre selon ses propres valeurs plutôt que selon les attentes des autres, de ne pas négliger ses relations les plus importantes au profit de l'urgence quotidienne. De ne pas laisser la peur décider à notre place, de prendre soin de son corps et de sa santé mentale comme des priorités et non comme des options, de ne pas remettre sa croissance personnelle à plus tard. De pardonner à soi-même et aux autres pour se libérer, de cultiver sa vie intérieure et de prendre le temps de se connaître vraiment. De choisir activement le bonheur plutôt que d'attendre passivement qu'il arrive. Et enfin de dire les choses importantes maintenant pendant qu'il en est encore temps. Ce que ces 9 décisions ont en commun, c'est quelque chose de profond et de simple à la fois. Elles révèlent toutes d'une façon ou d'une autre la même vérité, que nous avons tendance à remettre à demain ce qui est le plus important, que nous laissons l'urgent prendre la place de l'essentiel, que nous vivons souvent un pilote automatique sans vraiment choisir, sans vraiment nous arrêter pour nous demander ce qui compte vraiment. Et cette prise de conscience, je le sais, peut être un peu vertigineuse. On peut se dire « mais j'ai déjà fait certaines de ces erreurs, il est peut-être trop tard pour moi » et je veux te répondre directement avec toute la conviction qui est la mienne. Non, il n'est pas trop tard, jamais. Tant que tu respires, tant que tu as conscience, tu as la possibilité de choisir autrement. De faire un pas en seul dans une direction différente, tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Tu n'as pas besoin de révolutionner ta vie du jour au lendemain. Un seul geste, une seule conversation, une seule décision prise en conscience peut changer le cours de ton histoire. Il y a une phrase qui me touche profondément et que j'aime partager avec les personnes que j'accompagne. Elle vient du philosophe et psychiatre Viktor Frankl qui a survécu au camp de concentration et qui a consacré sa vie à comprendre ce qui donne du sens à l'existence humaine. Il disait « Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre liberté et notre capacité à grandir. Cet espace, c'est notre humanité. C'est ce qui nous distingue. C'est là que vivent nos choix les plus importants. Et cultiver cet espace, apprendre à s'y arrêter, apprendre à y habiter, c'est peut-être le travail le plus précieux que l'on puisse faire dans une vie. Je voudrais terminer avec une image. Imagine que tu es assis bien des années plus tard, dans un fauteuil confortable. Autour de toi, des gens que tu aimes.
Et tu regardes ta vie, non pas avec des regrets, mais avec une gratitude profonde. Non pas parce que tout s'est passé comme tu l'espérais, non pas parce que tu n'as jamais souffert ni jamais échoué, mais parce que tu as essayé, parce que tu as aimé, parce que tu as dit les choses qui méritaient d'être dites, parce que tu as fait confiance à ce qui était le plus vrai en toi. Cette vie-là est possible. Elle est à ta portée. Et elle commence aujourd'hui dans les choix que tu fais, dans les conversations que tu engages, dans les moments de présence que tu t'accordes. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Merci pour ta présence, pour ton attention, pour la confiance que tu m'accordes en écoutant ces mots. Si ce contenu t'a été utile, si quelque chose a résonné en toi, si une idée t'a touché ou t'a donné envie de réfléchir, je t'invite à t'abonner et à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Un ami, un proche, quelqu'un qui traverse une période de questionnement. Parfois, les bons mots au bon moment peuvent changer beaucoup de choses. Prends soin de toi, prends soin de ceux que tu aimes. Et souviens-toi, chaque jour est une nouvelle occasion de choisir qui tu veux être. On se retrouve dans le prochain épisode.